Retour volontaire des 171 migrants maliens en provenance d'Algérie ce lundi 8 février 2021 pour cause de la crise sanitaire Covid-19. Une rencontre s'est tenue entre le ministère des Domaines et de l'Habitat, les religieux et les représentants des déguerpis ce lundi 8 février. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage est allée à la rencontre du porte-parole du collectif des déguerpis. Sorti de l'imam Diko du M5 RFP du front de refus de l'application de l'accord d'Alger et des anciens députés, va-t-on vers un front commun contre la transition? Élément de réponse dans cette édition avec le président du Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité Mali. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, 171 migrants maliens en provenance d'Algérie ont foulé le sol malien hier lundi 8 février 2021. Ces retours volontaires a pu se faire grâce à l'appui du gouvernement malien et l'Organisation internationale pour des migrations OIM. Suivons les reportages. Venus d'Algérie, grâce au concours du gouvernement malien, ces jeunes qui voulaient migrer vers l'Europe ont vu leurs rêves brisés à cause de la crise sanitaire qui secoue le monde. Certains ayant été testés positifs à la Covid-19 au Niger devront être mis en quarantaine. Le reste du groupe a décidé de rentrer ensemble au Bercail. Souleymane Maïga, secrétaire général du Haut Conseil des Maliens du Niger. Bon, effectivement, c'était au départ, vous savez, tous les migrants qui viennent de Agadez sont recueillis par l'OIM. Mais entre eux et l'OIM, il y a un petit problème. Après, ils sont sortis de la cité OIM. Et c'est en ce moment que le Haut Conseil et l'État, sous la direction de l'État du Niger, l'État du Mali, en l'occurrence le ministère des Maliens de l'extérieur, on les a pris en charge. Le recensement et puis le regroupement, parce que quand ils ont quitté la cité de l'OIM, ils étaient éparpillés en ville, dans la ville d'Agadez. On les a cherchés, on les a regroupés, on a recensé. Donc actuellement ils sont au nombre de 171. Mais nous au départ c'était 172. Mais il y a un qui n'est pas venu. Bon, mais lui ne fait pas partie sur la liste. Au départ même la liste OIM c'était 135. On a ajouté ceux qui sont déjà dans la ville d'Agadez, les Maliens, pour compléter à 171. Quand ils sont arrivés dans les 135, il y a 12 qui sont atteints du Covid-19. Et dans le vol, l'OIM a dit, bon voilà, les 12 là seront confinés au Niger. Et d'après mes informations, ils leur ont dit que le 9, il y aura un avion qui viendra les chercher. Et c'est en ce moment qu'ils ont dit non. Et s'ils ne partent pas ensemble, que personne ne rentre. Donc ceux qui prennent sur les réseaux sociaux, c'était leur délégué. Je ne sais pas si c'est un certain Fofana, Amara Fofana. C'était leur délégué parce qu'ils sont conviés en groupe, ils ont nommé des délégués parmi eux. C'est lui qui parlait à leur nom. Donc c'était ça l'essentiel. Et l'OIM a dit, une fois qu'il n'arrive pas à confiner les 12 là, lui n'embarque pas tout le monde. Et c'était ça. Et d'après, l'avion a passé presque une journée là-bas, sur le tarmac. Ils sont venus par la voie terrestre. D'Agadez, Agadez-Niamey, Niamey-Ouaga, Ouaga-Bamako. Face à cette situation, Amara Fofana, désigné comme porte-parole de ses compatriotes, a présenté ses excuses au gouvernement malien et à l'Organisation internationale pour les migrations. Je félicite Monsieur le Président. Ce qui s'est passé le 28 novembre a blessé beaucoup de dirigeants. Et je m'excuse près de Niger aussi. Ce qui s'est passé, aujourd'hui je vais m'exprimer pour faire comprendre les gens ce qui s'est passé réellement et quelle était la cause. Pour l'instant, on vient d'arriver, je vais me reposer. Je parle l'esprit tranquille d'abord pour en parler tout ça. Pour le chargé des affaires sociales et des questions migratoires au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Mamadou Lamine Ban, ces migrants seront soumis au protocole national de prévention contre la pandémie. Oui, ce sont des compatriotes de retour d'Algérie via le Niger. Certains parmi eux ont été sauvés par des opérations d'aide et d'assistance de l'OIM et de nos partenaires du gouvernement, l'OIM. Ils devaient arriver tous le 28 janvier à 12h15 à cause des problèmes d'humeur
Le vol a été annulé et c'est ainsi que le gouvernement a entrepris de les faire revenir avec le concours du Conseil de base des Maliens du Niger. Le gouvernement a affrété les bus, le Conseil des Maliens du Niger à travers l'antenne d'Agadez et le bureau au niveau de Niamey, à travers le secrétaire général M. Souleymane Sanoko, les ont convoyés et ici ils ont été accueillis par le chef de cabinet du ministre des Maliens de l'extérieur, M. Al-Bachar, et le délégué général des Maliens de l'extérieur, M. Sogodogo, la DNDS, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été convoyés de la frontière ici par les forces de sécurité depuis le poste de Héremakono jusqu'ici à Bamako. Maintenant, la cité d'accueil, voilà les actions habituelles de bienvenue, de tranquillisation. Maintenant, ils vont passer à la test Covid. Qui me semble ce qui est en cours. Ils seront testés. Après les tests, l'enregistrement, ils recevront une pécule de transport qui va les permettre de regagner leur domicile grâce à l'appui du gouvernement malien. Donc nous constatons une collaboration efficace entre les parties prenantes de la question, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur en l'occurrence, le gouvernement du Mali, l'ambassade du Mali. J'allais oublier une des convoyeuses de la chargée du protocole de l'ambassade du Mali, était du voyage aussi, nous la remercions. Nous remercions le gouvernement du Mali, principalement M. le ministre des Maliens de l'extérieur. Nous remercions l'ambassade au nom du président Habib Silla pour tout ce qu'il est en train de faire pour assister les migrants. C'est de dire que voilà, ils sont arrivés, il y a eu des pertes beaucoup de temps. On a parlé avec les migrants à leur arrivée. Et vous savez, il y avait eu une vidéo qui avait circulé sur les réseaux sociaux sur cette question-là. Nous mettons ça dans le compte de l'émotion, dans le compte de la fatigue, du stress qui arrive souvent. Les migrants sont dans une situation de fragilité psychologique aussi, il faut les comprendre. Et ils se sont exprimés, ils se sont excusés de ce qui s'est passé. Et je pense qu'il faut mettre une éponge là-dessus. Aujourd'hui, il s'agit de regarder de l'avant, voir comment est-ce que ces gens ils vont pouvoir être réinsérés socialement et économiquement au Mali. Et pour cela, la famille a un grand rôle à jouer. Et nous disons aux membres de leur famille, à leurs proches, de ne pas voir qu'ils ne sont pas venus dans une situation normale et d'en faire une cause pour les marginaliser ou bien les rejeter. Et ils ont déjà fait une partie de la souffrance. Je pense qu'ils vont capitaliser, savoir que rien ne vaut ce choix. Ce qu'ils n'ont pas pu avoir là-bas, s'ils se mettent ici au travail, avec abnégation et courage, ils pourront réaliser leurs rêves ici au Mali. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réalisé leurs rêves sans même jamais voyager. Il y a d'autres qui sont revenus dans des situations particulières après des retours avant la fin de leur cycle migratoire qui sont parvenus à se faire un avenir. Donc je les encourage à persévérer. La pandémie du Covid-19 a compliqué encore un peu plus le quotidien des migrants qui vivent en Afrique du Nord. La difficulté à trouver du travail a eu pour conséquence la dégradation de leurs conditions de vie. Afin de trouver une issue favorable entre les autorités de la transition et le collectif de déguerpis, une rencontre a eu lieu entre les religieux, les représentants du collectif et le ministère. Pour le porte-parole, la dite rencontre est un espoir pour les habitants de la dite zone aéroportière. Pour plus de détails, suivons-les au micro de Madina Traoré et Djakarija Dameli. Effectivement, hier soir, nous avons rencontré le ministère des Domaines. C'était dans l'objectif d'échanger sur ce projet de démolition de la zone dite aéroportière. Nous nous sommes rencontrés et au préalable, il était prévu que le ministre, par intermédiaire du Haut Conseil islamique, présidé par le président du Haut Conseil islamique, Ousmane Chérif Madan Haïdra. Ils étaient tous présidents, 4 personnes de la délégation. Et nous étions au nombre de 15 personnes. Tous les chefs de village des 9 quartiers concernés étaient représentés, ainsi que les victimes des différentes localités, ainsi que les représentants des quartiers ciblés pour la démolition. Nous nous sommes vus, nous avons échangé. Malheureusement que le ministre n'a pas pris part à la rencontre, mais il y avait une délégation du ministère qui a présidé la rencontre. Nous les avons dit qu'est-ce que nous pensons de ce projet de démolition, notamment l'aspect social.
Et nous avons vu des contre-vérités dans le communiqué du gouvernement qui a dit que tous ceux qui ont été victimes de démolitions étaient déjà avertis avant le commencement des démolitions, chose qui n'était pas la réalité. Parce que nous étions avec des victimes avec nous qui avaient des preuves sous la main, des sommations qui ont été remises après démolition. Après démolition, et on les a donné le document de démolition. Donc, ce qui veut dire que le communiqué du ministère qui avait dit que les gens ont été avertis n'était pas la réalité. Nous avons dit ça au ministère que ce n'était pas la réalité. Et ils ont dit que les gens ont été installés anarchiquement et illicitement. Ça veut dire qu'aucun document légal ne les permettait de s'asseoir là-bas. Or, les gens, ils avaient des documents, des permis fournis par l'urbanisme de ce même pays, des quittances payées au trésor du Mali, nous pensons, et des documents signés par le maire habilité à donner des habitats aux gens. Donc, voilà les preuves qu'on avait. Et après avoir avancé toutes ces preuves-là, nous avons donné notre revendication. Ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est que les gens qui ont été victimes de cette démolition de la semaine dernière soient mis dans leurs droits et urgemment. Nous les avons fait passer ce message-là. Et deuxièmement, nous les avons dit que nous voulons que l'aéroport se déplace. Nous voulons le déplacement de l'aéroport. Aujourd'hui, ce problème-là, c'est dû à l'aéroport. Nous pensons que l'aéroport a été un projet de développement qui n'est pas mieux que les citoyens maliens. Donc, nous avons donné notre inquiétude sur la présence même de l'aéroport dans cette zone-là. Pendant des années, depuis 1995, ce même problème est en cours. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut chercher une solution à ça. Voilà ce que nous avons dit au ministère. Et en retour, ils ont dit qu'ils ont compris tous les messages qu'on a dit et les réalités que nous venons de dire, les preuves que nous avons. Donc, ils vont se réunir. La réponse sera donnée à Ousmane Chérif Madane Haïdra du Haut Conseil islamique et celui-ci nous fera un retour. Voilà en grosso modo ce qui est ressorti de la rencontre. On peut le dire, oui, mais nous ne devons pas baisser les bras parce que vous connaissez la réalité du pays. Des gens qui ont été capables de venir réveiller les gens à 4 h du matin et démolir leur maison et après leur remettre le document de sommation. Je pense qu'ils sont capables de tout. Ils sont capables de reprendre la même chose. Donc nous ne pouvons pas dire aux gens de dormir tranquillement. Mais nous savons quand même que les démarches ont commencé et on a fait une première rencontre par l'intermédiaire du Haut Conseil islamique. Donc nous savons que les démarches ont été engagées. Donc nous allons rester sur pied, mobiliser et s'apprêter à tout. Ce pays, il va falloir montrer que nous sommes tous des Maliens. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un État, dans la circonstance actuelle, là où les gens souffrent dans le pays, le Covid-19 a frappé, a stoppé les activités. Et aujourd'hui, la situation du pays, le coup d'État, et les sanctions et tout ça, les chefs de famille aujourd'hui ont du mal à s'occuper des charges de la famille. Un gouvernement de ce même pays devrait être soucieux de ces populations-là aujourd'hui. La cherté de la vie n'est pas une question cachée aujourd'hui. Alors c'est en même temps, en même lieu, dans ce même pays, que ce même gouvernement initie des projets de démolition pour chasser des chefs de famille de leur maison. Je suis désolé, c'est inquiétant. Nous avons vu un vieux qui a perdu la vie. Quand il est sorti de la maison, il a vu la machine en train de démolir la maison d'en face. Il est venu demander si ça concernait sa maison. Ils ont dit que ça concerne sa maison. Il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Il s'est arrêté. Ils ont démoli sa maison et tout d'un coup il est tombé et c'est fini pour lui. Est-ce que ce gouvernement est conscient qu'il y a eu un événement pareil, que quelqu'un a perdu la vie pareille? Il y a une femme enceinte qui est tombée. Ils l'ont ramassée à l'hôpital. Ils sont partis trouver que le bébé, elle a perdu son bébé. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un gouvernement peut être capable de faire ça à ses citoyens. Acceptons, imaginons qu'ils sont installés illicitement. Mais c'est au gouvernement de venir leur dire qu'ils sont installés illicitement et les faire déplacer avant de casser leur maison. Qui est censé les protéger si ce n'est pas le gouvernement? Or, ils ne sont pas installés illicitement. Ils ont des documents fiables, légaux, par la loi malienne. Donc, on ne peut pas venir... Un gouvernement qui est capable de ça est capable de tout. Donc, c'est pourquoi nous ne pouvons pas dire aux gens de dormir tranquillement. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire demain. Parce qu'ils nous ont montré qu'on ne peut pas compter sur leur fiabilité. On ne peut pas compter sur eux. Donc, c'est pourquoi nous demandons aux gens de rester mobiles, de rester debout, comme nous le sommes jusqu'à présent. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas donné de réponse. S'ils avaient dit que c'est fini avec la démolition, ils vont arrêter le projet, on pouvait dire aux gens de dormir tranquillement. Mais ils n'ont rien dit. Ils ont juste dit qu'ils ont compris le message que nous venons de passer et les revendications que nous avons. Ils vont se réunir et la réponse sera donnée au Conseil islamique. Au moment où les agitations syndicales se calment, le front politique est de nouveau en ébullition. À peine la fin du bénéfice du doute accordé aux autorités de la transition par les Maliens, la tension est montée d'un cran la semaine dernière. Ils dénoncent et condamnent la gestion de la transition. Afin de savoir si c'est le début d'une nouvelle tension politique contre la transition, notre équipe de reportage s'est entretenue avec le président du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Ladji Damele.
Il répond aux questions de nos reporters. Bon, aller vers un front commun contre la transition, je ne pense pas parce que chacun est dans son rôle. L'imam Dicko est dans son rôle, le M5 est dans son rôle de contestation et le front de refus pour l'application intégrale de l'accord d'Alger, eux aussi sont dans leur rôle. L'un dans l'autre, je pense que chacun est dans son rôle et ils ne vont pas se retrouver. Il y a deux droites parallèles là. S'il y a deux droites parallèles là, ils ne se touchent jamais. Généralement, c'est comme ça. Et concernant le cas de l'imam Dicko, il est dans son rôle, comme je l'ai dit. Il a vu que le problème de gouvernance, de mauvaise gouvernance, de tout ce qui s'ensuit, ce problème qui a suscité son soulèvement contre le régime passé, les petits prémices sont en train peut-être de ressurgir et en train de chercher à aller vers les autorités de la transition. C'est-à-dire que ce n'est pas de leur plein gré, mais les gens qui sont à côté sont en train de tenter à faire dérouter les autorités de la transition sur le bon chemin. Peut-être, c'est ce que je me suis dit. C'est pour cela qu'il a fait ce manifeste. C'est bien saignant qu'il fasse ça parce qu'il s'est soulevé quand même à un moment pour dire que ça ne va pas. Bon, maintenant, s'il reste comme ça aussi, les gens vont dire que ouais, ce qu'il cherchait, il a fait ça. Et donc, je pense qu'il est dans son rôle, vraiment. Là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais concernant le M5 RFP, je sais, le M5 RFP, bon, je n'ai pas tout écouté, mais ce que j'ai écouté, ils ont été en justice pour demander la dissolution du CNT auprès de la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui a validé le règlement intérieur du CNT. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle cautionne que le CNT doit exister et que le CNT doit fonctionner. Parce que le règlement intérieur, c'est le fonctionnement, ça donne le fonctionnement du CNT. Donc, la Cour constitutionnelle ne peut pas dire oui et encore dire non. Donc, je pense que ça, c'est peine perdue. Et le M5 aussi est dans son rôle de contestation depuis. Donc, comme certains le disent, c'est le M5 fâché. Mais il y a un autre M5 qui n'est pas dans cette logique. Donc, ça, c'est ce côté. Concernant maintenant le front de refus. Maintenant, quand on prend la charte, je reviens à la charte. Quand on prend la charte de la transition, dans la charte de la transition, l'axe numéro 8 parle de l'application de l'accord d'Alger. Donc ça, ce n'est pas les autorités de la transition qui l'ont dit, c'est le peuple. C'est le peuple qui s'est réuni pour demander, pour faire sortir quelque chose qu'on appelle charte de la transition. Dans cette charte, il est bien écrit, noir sur blanc, que l'accord d'Alger doit être appliqué. Mais dans la feuille de route, il est aussi écrit noir sur blanc que de commun accord avec les signataires, ça va être relié. Donc je pense que l'un dans l'autre, et ils sont dans leurs droits, mais ils doivent attendre que cela se fasse aussi. L'accord va être appliqué, mais de commun accord avec les différents signataires, ça va être relié. Donc non qu'à attendre, et ça aussi, ça va être fait. Ceci met fin à notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.